Donc maintenant, on a le plaisir d'accueillir un des membres qui sont à l'origine, d'un essai national Grec-Art 4. Initialement, j'avais proposé la présentation au chirurgien Philippe Rouanet, qui est un éminent cancérologue chirurgien sur le rectum. Et comme il n'était pas disponible, au pied levé, c'est le professeur Mingon qui a écrit le protocole et qui a participé avec lui à la mise en place de cet essai, et qui est radiothérapeute et qui vient nous parler des résultats préliminaires de cette nouvelle stratégie. Merci infiniment de cette invitation et de cette introduction. Je me trouve effectivement radiothérapeute au milieu de cette assemblée, noble assemblée académique chirurgicale, et j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à discuter avec nos collègues chirurgiens, puisque aujourd'hui c'est quelque chose d'important d'avoir des discussions de concert, et j'ai bien voulu associer, bien sûr, tout naturellement associer Philippe Rouanet à cette présentation telle que l'a rappelé Éric Rullier. Vous attendiez Grouchy, mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas Blücher. Ou plutôt si, je suis Blücher si vous vous positionnez du côté de la Grande Coalition. Et aujourd'hui, le traitement du cancer du rectum, c'est ça. C'est la Grande Coalition. Grande Coalition, effectivement, dirigée par Wellington, mais plutôt dirigée par l'Europe contre un seul de ses membres. Et c'est à la base de la discussion qui, aujourd'hui, va être celle qu'il va falloir que l'on ait et que l'on introduise dans le traitement du cancer du rectum. Je parlais de grande coalition et je parlais de l'Europe, et effectivement, je vais rester déjà sur l'Europe pour rappeler cet essai qui était l'essai ERTC 22921, qui avait comparé la radiothérapie seule à la radiochimiothérapie préopératoire, et qui, dans 2 de ses bras, dans son plan factoriel, avait testé l'impact de la chimiothérapie en post-opératoire. Et restons sur ces 2 bras qui testent la chimiothérapie en post-opératoire pour avoir une notion qui est une notion importante. C'est que sur 247-250 malades dans chacun de ces bras, seuls 160 ont pu recevoir en fait les 4 cures de chimiothérapie qui étaient prévues en post-opératoire. Et pour quelles raisons aussi peu de malades ont reçu ces traitements ? Eh bien parce qu'il y a un certain nombre de malades qui ont présenté des complications post-opératoires qui leur a interdit de recevoir ce type de traitement. Un certain nombre de patients ont dit qu'ils en avaient assez des traitements, et je crois que c'est important de le considérer et de l'introduire dans la discussion. Il y a des patients qui n'ont pas été opérés parce qu'il y avait des circonstances qui faisaient qu'on ne pouvait pas le faire. Et puis il y a eu des patients qui ont souffert d'une toxicité préopératoire et qui les a amenés à refuser ce traitement post-opératoire. La deuxième chose qui est importante et à introduire dans les discussions, c'est l'aspect qui a été présenté par Jean-François Bosset au nom du groupe EORTC, de ces courbes qui divergeaient après 2 ans et demi, 3 ans, avec un semblant de plateau de différence entre ceux qui ne recevaient pas de chimiothérapie et ceux qui recevaient de la chimiothérapie. Cette courbe, en fait, était une courbe qui était analysée comme un mélange de plusieurs populations, et il est vraisemblable que les patients qui ont échappé dans la première partie du traitement et dans la première partie de leur surveillance à une récidive locale ou à un échec précoce sont des patients pour lesquels on pouvait se poser la question de l'intérêt de leur réserver une chimiothérapie en post-opératoire. L'intérêt de cette chimiothérapie, une nouvelle fois, lorsque les courbes ont été réanalysées en 2007 pour essayer de savoir quel était cet impact, on a retrouvé qu'il y avait une différence dans la survie sans maladie et dans la survie globale en faveur ou non de ces 2 courbes, et ce qui a été une analyse particulièrement importante et intéressante. Lorsque l'on effectue une analyse statistique de l'ensemble des paramètres qui sont associés au traitement des patients, on s'aperçoit premièrement d'une chose, c'est que le test d'hétérogénéité est un test positif. Donc il faut intégrer l'ensemble des traitements, et pas seulement la chimiothérapie en post-opératoire, mais également celle qui est délivrée en préopératoire. Le deuxième point important, c'est qu'il y a un groupe de patients qui semblent en profiter. Ceux qui en profitent sont ceux qui ont eu un downstaging, qui est un downstaging après le traitement par radiochimiothérapie préopératoire. Et il semble que ce soit ces malades-là qui soient des malades sensibles à un traitement par chimiothérapie. Par contre, ceux pour lesquels le traitement préopératoire n'a pas eu d'impact sur la maladie sont des patients pour lesquels le traitement adjuvant n'a pas eu d'effet particulier pour réduire la survie à long terme. Et dans l'analyse définitive qui vient clore le débat, qui vient d'être publiée dans Lancet Oncologie par le groupe EORTC, on s'aperçoit que ces courbes, dont on espérait qu'elles allaient diverger en faveur de la chimiothérapie adjuvante, ne divergent pas, en fait, après
une surveillance longue. Le dernier aspect qu'il faut discuter dans cette approche est celui de l'obtention d'une réponse clinique complète. L'obtention de cette réponse clinique avant la chirurgie est-elle un marqueur prédictif d'une meilleure survie ou d'une meilleure survie sans maladie? Eh bien, cet aspect est totalement controversé. Il est controversé car dans la méta-analyse qui était faite individuelle, qui était faite par masse, sur 3100 patients, il y a une différence entre les patients qui ont présenté cette bonne réponse au traitement initial, alors que dans la série compilée de l'ERTC et de la FFCD, on s'aperçoit que la réponse clinique complète n'a pas d'impact à la fois sur la survie sans maladie et sur la survie globale. La discussion de l'impact de la chimiothérapie et de son intensification, en fait, on peut la résumer sur cette diapositive. On la résume avec cet essai qui, premièrement, a permis de discuter l'impact de l'oxaliplatine en préopératoire. Aujourd'hui, on dispose de 3 essais randomisés qui nous permettent de confirmer que d'utiliser cette drogue en préopératoire n'a fait qu'augmenter la toxicité du traitement et de la chirurgie. D'autre part, cette étude a comparé 4 Xelox préopératoires avec 4 Xelox post-opératoires. Et on s'aperçoit dans cette situation-là que la compliance au traitement est bien meilleure lorsque la chimiothérapie est délivrée avant la radiochimiothérapie et la chirurgie, que deuxièmement, la chirurgie peut être appliquée dans un nombre non modifié de cas favorables, que la toxicité des traitements, notamment dans les phases chimiothérapie et en radiochimiothérapie, est plus importante lorsque la chimiothérapie est faite après l'ensemble des séquences thérapeutiques. Donc là, on est dans une situation qui est une situation qui nous conduit à optimiser les traitements avant la chirurgie. La discussion a été un petit peu polluée par l'émergence de nouvelles drogues, et puis vous avez peut-être tous été perturbés par cette présentation de Christopher Willett à l'ASCO, qui nous a dit, à partir de 6 patients qui avaient été traités par des anti-angiogéniques, regardez, toutes ces tumeurs, avec la radiochimiothérapie et les anti-angiogéniques, elles ont toutes disparu, on a guéri tous ces patients. Une étude nous a permis d'approcher ce phénomène d'une manière importante, c'est l'étude INNOVA, qui a intensifié le traitement préopératoire avant une chirurgie de type TME et qui nous a fait comparer une radiochimiothérapie avec le bevacizumab avec un traitement à base de Folfox plus bevacizumab avant la chirurgie. Et en fait, cette étude qui a été publiée récemment dans Annals of Oncology nous démontre que 20 à 22% des patients présentent des complications de grade 3 et 4, que dans 13% des cas, ou dans 7% des cas, entre 7 et 13% des cas, on observe malheureusement des fistules anastomotiques, des défauts de cicatrisation, des accidents thromboemboliques. Donc cette stratégie en préopératoire est malheureusement une stratégie qui ne nous permet pas de répondre utilement et à la question en évitant d'induire des complications post-opératoires. On a également un autre acteur qui vient de s'introduire dans la discussion. Et cet autre acteur, c'est clairement l'imageur et c'est clairement l'IRM. L'IRM aujourd'hui, avec ses différentes façons et modalités d'application, est un examen qui est extrêmement précieux parce qu'il nous permet d'étudier à la fois le métabolisme propre de la tumeur, d'étudier des marqueurs qui sont des marqueurs propres, connus comme étant des marqueurs importants du pronostic du cancer du rectum, des marqueurs qui sont également de prolifération, d'apoptose induite et des marqueurs prédictifs de métastase. Donc si on veut aujourd'hui résumer la sélection de ces patients qui sont des malades à haut risque, on peut disposer pratiquement de tous ces éléments-là, sauf les éléments d'embol endovasculaire. On les dispose tous grâce à l'IRM qui peut être réalisé dans le bilan d'extension de la maladie. Ça a été l'idée de construire cette étude GRECAR4, qui était une étude de phase 2 randomisée, ouverte, multicentrique, qui nous a permis de mettre en place une stratégie thérapeutique multimodale personnalisée. L'objectif était de valider que cette stratégie préopératoire intensifiée permettait de respecter un taux de résection R0 de 90% pour des patients qui étaient porteurs de maladies qui étaient des maladies localement avancées, comme vous pouvez le voir sur ces critères d'éligibilité. Le design de l'étude est très simple, à savoir que la sélection des patients, ils bénéficiaient d'une IRM avec une relecture centralisée, afin d'entraîner l'ensemble des équipes à la relecture de cette IRM. Après 4 cures d'induction de chimiothérapie de type FOLFIRINOX, une nouvelle IRM était réalisée afin de sélectionner pour des patients en réponse très favorable des patients qui pourraient éviter d'avoir une radiochimiothérapie et une chirurgie immédiate
comparé au traitement standard avec une radiothérapie délivrant 50 gray la capecitabine. Et pour des patients qui avaient une réponse qui était favorable ou défavorable, une randomisation entre deux bras qui intensifiait le traitement préopératoire en augmentant la dose délivrée par radiothérapie. L'inclusion, les courbes d'inclusion ont été particulièrement satisfaisantes puisque l'étude s'est arrêtée très récemment, après 197 patients qui ont été inclus. Et je vais simplement vous présenter de manière parcellaire les résultats d'une analyse intermédiaire qui avait été demandée parce que justement, sur 175 patients évaluables, on a observé initialement relativement peu de patients en réponse très favorable. Peu de patients, alors que le calcul initial avait été établi pour 40% présentant une réponse très favorable, on s'est aperçu que ce chiffre tourne plus volontiers autour de 14%. Donc l'analyse intermédiaire a été replanifiée pour obtenir un chiffre final de 80-20% de répartition entre les deux strates. Quelles sont les premières conclusions? La première, c'est que la tolérance de la radiochimiothérapie dans le bras 50 gray avec capecitabine était inférieure à la comparaison avec le bras 60 gray et capecitabine, due à des réductions de dose de capecitabine et avec des diarrhées plus importantes. Le deuxième élément qui est important, c'est que la quasi-totalité des patients, 97%, a reçu la radiochimiothérapie avec une excellente compliance et sans qu'il y ait différence de toxicité selon que la radiothérapie est délivrée 50 ou 60 gray. La sélection des patients est une sélection tout à fait classique, avec 75% à 80% de patients porteurs de tumeurs T3 et avec 75% des patients avec un envahissement ganglionnaire. Et on voit ici que la réduction supérieure à 75% du volume après la chimiothérapie n'a été reconnue que dans 10, voire 12% des cas, selon qu'on est dans le bras 50 gray ou dans le bras 60 gray. Cette étude a été une étude qui était importante, notamment pour démontrer que le downstaging est dépendant de la dose de radiothérapie qui a été délivrée. 38% dans le bras 50 gray, 54% dans l'analyse intermédiaire, après 60 gray. Cette étude n'est pas la seule qui a testé cette approche. L'équipe du Mémorial a publié déjà une étude pilote sur 32 patients, avec une différence non significative entre les deux bras, de patients recevant 4 cures de Folfox plus bevacizumab, un restaging pour que tous les patients en progression reçoivent une radiochimiothérapie et les patients avec une réponse complète ou avec une maladie stable sont opérés sans radiochimiothérapie préopératoire respectant la stratégie qui est la stratégie nord-américaine. L'étude actuelle a été à l'origine d'une nouvelle étude de phase 3 qui s'appelle l'étude Prospect, qui a été conduite et qui est lancée maintenant exactement avec le même design, en supprimant le bevacizumab de l'ensemble du traitement préopératoire. Donc en conclusion initiale, on peut dire que la chimiothérapie d'induction en trithérapie est une chimiothérapie qui est très bien tolérée pour l'ensemble des patients. Elle autorise de délivrer une radiochimiothérapie préopératoire classique sans toxicité surajoutée. Et les patients qui sont répondeurs à l'IRM à l'issue de la chimiothérapie d'induction sont rares. Mais sont-ils les mêmes patients qui sont répondeurs après une radiochimiothérapie? La question reste complètement entière et il faudra avoir des éléments supérieurs de comparaison pour aller au bout de cette question. Cette étude a constitué une excellente plateforme d'apprentissage et d'optimisation de la multidisciplinarité. On a introduit un nouvel acteur aujourd'hui, qui est le spécialiste en imagerie, à côté de l'anapathe, du chirurgien, du radiothérapeute, de l'oncologue médical. Et je crois que c'est important. Il faudra maintenant qu'on sache si ces résultats se transforment en termes de contrôle local et de survie sans maladie, avec autant d'espoir que ceux que l'on a eu au départ. Maintenant, quelle est la place de la chimiothérapie adjuvante? Point d'interrogation, parce qu'on a tout donné avant. Est-ce qu'il y a encore besoin de faire un traitement après? La question reste complètement ouverte et la réponse est très vraisemblablement non. Et aujourd'hui, la question est une question de méthodologie. Peut-on, avec les études actuelles, avec la méthodologie actuelle, dans une étude de phase 3, valider une approche qui est une approche de personnalisation des traitements? C'est un point qui reste entier, ouvert à la discussion et à laquelle on est tous maintenant totalement ouverts à la discussion. Je vous remercie de votre audition.
redemande à Georges Mention s'il veut faire un commentaire. Hein. C'est une tâche difficile, hein, parce que c'est un essai très original, très compliqué, qui pose plus de questions que de réponses. Donc, si tu as un éclairage ou... Alors, je merci Monsieur le modérateur, Monsieur le Président. Chers collègues, alors, par rapport à ce qui vient d'être dit par mon excellent ami et collègue, le professeur Mingeon, avec qui on a eu le plaisir de travailler pendant de nombreuses années à Dijon, dans l'équipe de Simon Schraub puis de Jean-François Bosset, je dois dire qu'effectivement, il pose beaucoup plus de questions que de réponses. Parce que, si j'ai bien compris, le but de la chimiothérapie préopératoire, c'est de réduire la survenue des métastases dans les 2 ans, habituellement, après le traitement. Et en fait, là, tu ne nous as donné aucune espèce d'idée de ce que ça pouvait être. Donc, on est un petit peu sur notre faim, un peu frustré. Deuxièmement, vous avez tous compris qu'en dehors des quelques rares cas sélectionnés par notre modérateur du jour, Éric Rullier, le cancer du rectum, c'est devenu quelque chose de très sérieux maintenant, puisque vous commencez, quand vous avez fini votre bilan, par une chimiothérapie d'induction, puis une radiochimiothérapie, puis une chirurgie qui nécessairement va vous imposer la mise en place d'une stomie, compte tenu de tout ce qu'on vous a fait avant, et ensuite peut-être d'une chimiothérapie post-opératoire, et enfin de la fermeture de la stomie, que vous allez souhaiter de tout votre cœur, après cette épreuve de 18 mois. Donc ça serait bien d'avoir des réponses précises avant de s'engager dans de telles thérapeutiques, en particulier chez les personnes âgées. Ça sera d'ailleurs l'objet d'une discussion commune avec l'Académie de médecine l'année prochaine. Alors, ma question, est-ce que tu ne penses pas que pour proposer des traitements aussi intensifs, il ne faudrait pas s'orienter, mais je sais que c'est le cas, vers la recherche de marqueurs dans l'immunohistochimie des tumeurs pour savoir quelles sont les tumeurs qui sont très susceptibles d'entraîner ces 30% de métastases, plutôt que de donner ce traitement à tout le monde, ou plutôt que d'attendre les 4 à 6 cures de chimiothérapie d'induction qui retardent de 3 à 4 mois la mise en route du vrai traitement des tumeurs résistantes à la chimiothérapie que tu proposes. C'est un petit peu agressif, hein, mais c'est les réunions de RCP concernant les cancers du rectum. Tout à fait, Georges, tu as tout à fait raison et tu as parfaitement résumé ce que doit être le futur des études qui doivent être conduites dans cette maladie. À savoir, ce sont des études de recherche translationnelle qui doivent nous faire rechercher des éléments qui sont des éléments intrinsèques de la tumeur qui va nous permettre de prédire celles qui vont être sensibles à tel ou tel type de traitement. À l'heure actuelle, on ne dispose d'aucun de ces marqueurs et c'est malheureusement sur la réponse au traitement mesurée avec des outils qui sont des outils relativement grossiers qu'aujourd'hui on peut sélectionner des patients. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne dispose d'aucun de ces marqueurs prédictifs de réponse à aucune des molécules qui sont disponibles à l'heure actuelle. Et tu as rappelé le chiffre clé de la discussion, à savoir, on perd aujourd'hui 30% de nos patients d'une évolution à distance de la maladie. Et c'est aujourd'hui ce vers quoi il faut tous, même si on est spécialiste des traitements locaux régionaux, avoir bien en tête pour participer au traitement de cette maladie. On est bien dans une maladie localement avancée, à haut risque. C'est vrai que c'est la question clé, savoir quels sont les bons et les mauvais répondeurs pour savoir si c'est la peine d'intensifier ou pas le traitement. Alors, il ne faut pas se faire de soucis. À l'heure actuelle, les biologistes, depuis 10 ans, ils cherchent. Pour le moment, ils n'ont rien trouvé. Mais dans tous les essais actuels, il y a des travaux de coopération avec les biologistes pour essayer de prédire ça. À l'heure actuelle, l'avancée, quand même, c'est la prédiction radiologique. On peut utiliser une imagerie précocement pour regarder si après un mois de traitement avec un PET scan, ça répond ou pas. Et là, on a des indicateurs de répondeurs ou de mauvaises réponses. Donc pour le moment, on n'a pas encore assez investi sur l'imagerie dans tous les centres parce que la tendance, c'est la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que le patient peut être investigué dans une clinique, la chimiothérapie peut être faite dans une autre, la radiologie dans un 3e centre. Et donc là, ce qui manque, c'est la centralisation pour bien manager ces réponses, ces évaluations de réponses. C'est là où on est en déficience. Parce que cette évaluation des réponses, elle doit être très, très aiguë, très, très affinée. Et là, on n'a pas encore un niveau de reproductibilité au niveau national pour évaluer ça. En tout cas, merci pour avoir présenté ces résultats préliminaires et cette tendance. Alors, questions dans la salle. Il ne faut pas s'en aller, il y a des questions dans la salle maintenant. Et dans 5 minutes, ça sera fini. Bernard Norlinger.
Oui, merci. Merci pour cet exposé. Il y a un intérêt pratique aussi que les radiothérapeutes souvent ne veulent pas avouer, c'est quand on fait de la chimiothérapie, ça permet de prévoir sur son calendrier la radiothérapie, alors que les appareils ne sont pas disponibles tout de suite. Non? Oui, c'est pas avouable, mais enfin bon. Non seulement c'est pas un argument, Bon, j'avais une autre question plus difficile, c'est que je pense que tout à l'heure, Rullier va parler de ce qu'on peut se passer dans le V de rectum quand ça répond bien. Et est-ce qu'on peut se passer de radiothérapie finalement? Parce que est-ce que quand on fait de la chimiothérapie avant pour les cancers du rectum, dans l'avenir, on pourra un jour éviter les rayons et faire chimio-chirurgie? Parce que ça, c'est à la mode aussi. Mais Mais c'est la question de l'essai GRECAR4. Il y a plusieurs questions. Il a centralisé sur les métastases parce que c'est un cancérologue. Mais les chirurgiens, avec Philippe Rouanet et d'autres que nous sommes, la question principale de cet essai, pour nous, c'était si ça répond à la chimio, est-ce qu'on peut se passer des rayons pour éviter la surtoxicité chirurgie plus rayon? Donc c'est celle-là qui nous intéressait. Et malheureusement, il a montré les résultats. Ce groupe-là, il n'y en a pas assez et on n'aura jamais la réponse à cette question-là. Il n'y en a pas assez. Et oui, c'est qu'on espérait initialement qu'il y aurait 40% qui rentreraient dans ce bras-là et malheureusement, il y en a 14%. Donc, en gros, la chimio, c'est pas aussi bien que les rayons pour faire fondre la tumeur. Voilà ce qu'on a compris. Mais ça, bon... Bien, j'ose pas poser cette question, je pense qu'elle doit être un peu archaïque. On n'utilise plus l'écho-endoscopie pour apprécier le résultat de la thérapeutique? C'est une question qui est encore posée dans les congrès par les Américains, mais en Europe, il n'y a plus personne qui pose ça parce qu'il y a une grosse différence dans l'évaluation de l'imagerie, dans les techniques entre l'Europe et les États-Unis. Donc, non, mais la raison, elle est simple, c'est qu'il y a un concept qui existe, qui est nouveau, hein, et qui n'a pas encore traversé non plus en dehors des pays, toutes les spécialités. C'est le concept de marge. Les chirurgiens ont compris que la marge dans le cancer du rectum, c'est plus important que le stade, TN. Les cancérologues n'ont pas encore adopté tout ça. Et les Américains, ils n'ont pas encore compris ça. Donc, comme ce n'est pas l'écho-endoscopie, c'est l'IRM qui donne la marge, eh bien, l'écho-endoscopie, on n'en a plus besoin.